Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de partage, de soutien et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, on reçoit Élise Tessier, qui est l'autrice du livre « Quand la tumeur deviens-tu vie ?» Donc, qui est un livre que j'ai dévoré en à peu près 2 jours parce que c'est une belle inspiration. Vous aurez probablement deviné que le livre parle d'un épisode de vie pendant lequel la maladie a été très présente, d'une grosse bataille à livrer et d'une histoire vraiment inspirante pour les gens qui auraient des maladies graves, cancer ou quoi que ce soit. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invitée, Élise Tessier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Sylvia, de l'invitation. Bien, j'étais tellement touchée quand tu m'as écrit sur LinkedIn. Dans le fond, nous, on ne se connaissait pas. Puis ça me surprend toujours à chaque fois aussi quand les gens viennent vers moi parce qu'ils ont vu un extrait, un épisode passé, puis qui ont envie de venir partager leur histoire parce que quand même, là, moi, j'ai dévoré ton livre de A à Z, mais tu sais, c'est pas une histoire facile non plus. Ça te replonge quand même dans des souvenirs et tout ça. Fait que je suis toujours très touchée que les gens me fassent confiance pour venir en parler avec nous. Bien, moi, c'est ça, j'ai découvert aussi Perce les nuages parce qu'on en vit beaucoup des deuils quand, moi, c'est un cancer de stade 4, des poumons et des os qui est survenu vraiment à l'improviste, comme pour plusieurs, là. Mais la quantité de deuils que j'ai eu à traverser, des petits deuils, des grands deuils, puis des deuils, des fois, qu'on se met, mais qu'on n'a pas besoin de faire. Puis avant de le réaliser, ça me demande du cheminement. Ouais. Oui, puis tu as décidé de venir partager ça avec nous aujourd'hui, justement, pour que les gens puissent s'inspirer de ça. Est-ce que, je sais que dans nos échanges, tu m'avais parlé que tu avais vu l'épisode 8 aussi avec Isabelle Tessier, qui a aussi un cancer de stade 4. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a fait découvrir le podcast? C'est son épisode à elle? Oui, exactement. C'est ça. C'est en regardant ça, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, tu sais, ça touche tellement ce que j'ai vécu. Et puis, d'autres éléments, parce que chaque histoire est personnelle, chaque histoire est différente. Les façons de vivre le deuil aussi sont différentes. Donc... Oui, on n'a pas tous le même entourage, le même bagage de vie non plus. Toi, est-ce que tu veux nous expliquer un peu, c'était quoi le contexte, avec quel âge, tout ça, quand tu as su, là, dans le fond, que tu avais un cancer assez grave? Oui, c'était j'ai eu le diagnostic le 4 septembre 2024. Donc, ça fait pas encore 2 ans. Oh mon Dieu, tout ça, c'est pas... On dirait que j'ai lu ton livre, mais j'avais comme pas réalisé que c'était tout ça qui s'est passé condensé. Condensé à une vitesse grand V. C'était fulgurant. J'avais pris ma retraite en 2022. Et puis là, j'étais en forme, je faisais du vélo, de la natation. J'étais vraiment assez dans je pense, le meilleur de ma forme. Le stress avait beaucoup baissé parce que je ne travaillais plus. Et puis, à un moment donné, je faisais des longueurs à la piscine et normalement, j'en faisais une 30aine de longueurs. Tout à coup, au bout de 5 longueurs, manque de souffle. Bon, je me dis, je dois être fatiguée, je m'en vais dans l'autre bassin, puis je continue. 2 jours après, je fais du vélo. Là aussi, j'en faisais beaucoup. Puis au bout de 10 kilomètres, là, j'avais des picotements dans le bras gauche surtout. Puis j'allais pas bien. Fait que j'appelle mon médecin. Au bureau du médecin, elle me dit, ben va passer un électrocardiogramme. Fait que je fais ça, mais j'avais mal, puis je pleurais en m'en allant. Là, j'appelle ma fille puis ma sœur. Là, je dis, m'en va passer un électrocardiogramme. J'ai peur de faire une crise de cœur. Oh. Je reviens, les tests sont bons, tout est correct. Fait que je me dis, bon, c'est un malaise. Puis encore quelques jours après, vraiment des grosses douleurs là, qui sont apparues dans mes mollets. Puis, et là, je vais voir le médecin. Puis elle me dit, c'est probablement des douleurs musculaires. Mais prenons pas de chance. Va passer une radiographie des poumons. Je vais passer ça. Et en fin de soirée, elle a les résultats, elle m'appelle. Puis là,
Elle placote, elle dit toutes sortes de choses qu'à un moment donné, j'entends le mot masse. Et là, je viens confuse, à l'écoute, confuse. Et là, vous êtes en train de me dire que j'ai un cancer. Elle dit oui. Je suis désolée. Mais demain matin, je vous ai prévu un scan à 8 heures à l'hôpital et on va savoir si le cancer il est bénin ou malin. Donc, on passe le scan et c'était un cancer malin. J'ai eu le diagnostic le 4 septembre, une semaine après, avec la pneumologue de l'hôpital. Puis là aussi, elle prenait soin et non, tu sais, pas dire les choses telles qu'elles sont, profiter de la vie de maintenant, c'est ça, parce que vous avez un cancer de stade 4 avec multiples métastases. En fait, c'était rendu, quand j'ai passé d'autres tests après, c'était le poumon gauche et il y avait aussi le tiers du poumon gauche qui avait de l'eau. Et après ça, quand j'ai repassé d'autres tests, c'était les 2 poumons qui étaient le gauche était un tiers, puis dans l'autre, il y avait beaucoup d'eau. Et que là, elle a dit, on va passer un TEP scan pour confirmer, puis vous allez avoir une biopsie. Fait qu'ils m'ont fait une biopsie de 25 ganglions. C'est pas agréable, une biopsie, là. Non, ça doit pas être... Et ils ne pouvaient pas m'opérer parce que la masse était trop près du cœur. Donc, opération impossible et cancer incurable. Hey, my God! Quelle histoire! Et on vient sonner, complètement sonner quand on a ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Là, je réunis mes sœurs sur Zoom. Dans l'après-midi, je me couche un peu. Quand j'ai eu le diagnostic, ma fille était là. Après ça, je voulais l'annoncer à toutes mes sœurs en même temps. Et tout à coup, ça me revient. J'avais fait des études sur la plasticité du cerveau. Puis en me réveillant, je me suis dit non. J'ai pas à me battre contre le cancer. Il faut que j'écoute ce que ce cancer-là a à me dire et me garder dans un mindset positif parce que ça va être dur. Je savais que ça serait pas facile à traverser. Je savais pas encore que j'en sortirais si rapidement puis toujours vivante. Mais j'ai demandé à mes sœurs de toujours être positives quand ils sont avec moi, que leur angoisse, ils la gèrent entre elles, mais que je veux pas entendre pauvre fille, puis Alors, c'est ça. Là, j'étais encore chez moi et à un moment donné, j'avais des douleurs encore, puis j'ai oublié le nom, ma pression d'oxygène commençait à baisser. Fait que je suis retournée voir le médecin, puis elle m'a dit tout de suite au CHUM, je venais de faire 2 embolies pulmonaires. Les embolies étaient causées par le cancer. Le cancer, c'était une mutation moléculaire qui est partie s'agripper à la structure de mon ADN puis qui s'est multipliée à la vitesse grand V. Donc, mes capacités pulmonaires étaient déjà basses, mais avec les embolies, là, c'est sûr que c'était la première fois que j'ai failli mourir à cette fois-là. Parce que une embolie, c'est dur. 2 embolies en même temps. Là, tu étais chez toi quand ça s'est arrivé? Je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée au CHUM et je suis restée 2 mois au CHUM, sauf 3 jours. J'y reviendrai, là. C'est ça. Donc, avec ces embolies-là, ils m'ont gardée, ils m'ont emmenée à l'étage de l'oncologie. Et après, j'ai fait une pneumonie, j'ai fait de l'anémie. Donc, ils ne pouvaient pas encore commencer les traitements de chimiothérapie tant que je n'étais pas guérie. Parce qu'ils me disaient, en plus d'avoir le cancer, vous êtes malade. Madame Tessier. Oui, mais probablement, excusez, que le système immunitaire était affaibli là, par tout ça. Là. Fait que là, tout nous tombe dessus. Là. Oui, complètement affaibli.
Fait que à un moment donné, j'allais, tu sais, je suis obligée d'être sous oxygène pendant les 2 mois que j'ai été hospitalisée parce que j'étais rendue à 80 du mot que j'oublie, là. Ça aussi, la médication, toute cette médication-là fait que... Oui, puis j'aimerais ça t'aider, mais je connais pas les mots. Ma saturation, voilà. OK, voilà. OK, ça vient. La saturation était à 80. Fait que j'ai fait une détresse respiratoire. OK. Là, je commençais à aller mieux. La saturation respiratoire commençait à revenir à la normale. Ils ont dit... le temps que ça se guérisse puis qu'on ait les résultats pour pouvoir bien avoir la chimio dont vous avez besoin, vous pouvez retourner chez vous puis on va vous prendre en externe. Alors, je retourne, puis là, il y avait un combat de coq entre mon oncologue et l'inhalothérapeute, parce que j'avais un cardiologue, beaucoup de soins. Hein. Quand tu es rentrée là, j'avais toutes sortes de professionnels. Et finalement, ils ont accepté que j'ai de l'oxygène chez moi. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'avais quand même tous les équipements qui étaient fournis par le CLSC. Ça, c'est les quelques jours desquels tu parlais tantôt. Là. Oui, c'est ça, mi-octobre. Et là, j'avais de la difficulté, je dormais tout le temps, j'avais mal. Puis l'inhalothérapeute du CLSC, après le congé de l'Action de grâce, est venue à 8 heures le matin. Puis elle m'a dit, non, c'est pas... Moi, je pensais que c'était les machines qui fonctionnaient pas. Je dis, j'arrive pas à reprendre le dessus. Elle dit, c'est pas mes machines qui fonctionnent pas, c'est vous. Puis là, je suis partie en ambulance. Je suis retournée au CHUM. Et dans l'ambulance, à 3 reprises, ils ont été obligés de me mettre un bronchodilatateur parce que j'étais en train de partir. J'étais rendue à 10 millilitres par minute. Et j'ai fait 2 autres embolies. Et ces 2 autres embolies-là étaient plus près du cœur. Donc, quand je suis rentrée, en fait, quand je suis partie, l'inhalothérapeute a dit à ma sœur, c'est le début de la fin. C'est que ma sœur, c'est sûr qu'elle paniquait, là, elle a suivi, elle a appelé ma fille, tout ça. Et là, ça a été difficile. Là, ces 2 autres embolies-là, c'est sûr que là, j'étais vraiment près de la mort. C'est là que j'ai fait vraiment une détresse respiratoire aiguë. J'étais avec des fois 2 masques, un par-dessus l'autre d'oxygène. J'ai dû avoir une transfusion sanguine parce que mes plaquettes étaient trop basses. En fait, j'ai eu 2 fois une transfusion sanguine dans ce passage-là. J'avais vraiment le cœur qui a lâché parce que mes poumons étaient plus capables de fonctionner à cause de la pleurésie. Puis c'est ça, fait que le cœur a pris le relais. Puis à un moment donné, le cœur a lâché. Fait que j'ai dû, avec le cardiologue, avoir une médication pour préserver parce qu'il y avait des passages sanguins qui étaient bloqués aussi. Puis, et là, à un moment donné, il me restait juste 20 de capacité cardiaque. Donc, nitroglycérine, tout ça. Et ça dure des heures interminables. J'avais de la difficulté à me lever du lit. Ça me prenait minimum une demi-heure. Juste m'asseoir dans le lit, que mes 2 jambes soient sur le côté. Après ça, pour aller à la toilette, il m'avait mis un siège d'appoint. J'étais même pas capable de m'essuyer moi-même. C'est là que tu dis, OK, c'est honteux, c'est comme un peu toute ton intégrité que tu dis, voyons, j'ai plus rien, j'ai plus de force, mais j'ai encore le souffle. J'ai le souffle. Et puis, je paniquais pas. Je me suis dit, faut que je laisse aller ce qui est là et là. Et je pense que ça m'a tenu. Ça m'a tenu.
En même temps, beaucoup de gens voulaient venir me voir à l'hôpital, puis j'ai refusé. Il y avait juste ma famille, puis j'avais un ami qui était très spirituel qui m'accompagnait. Et j'ai été puisée à l'intérieur de moi des forces que je ne connaissais pas. Je savais que j'avais la plasticité du cerveau, je savais qu'il y avait un début de spiritualité en moi, parce que j'avais déjà mes archanges, Gabriel, Raphaël et Michael, mes 3 archanges qui sont toujours avec moi encore aujourd'hui. Et j'ai appris à connaître les caractéristiques de chacun de ces archanges-là. Donc, Raphaël, c'est le guérisseur. Raphaël, dans les premiers mois, là, on était ensemble, puis j'étais capable de voir sa lumière, puis de me laisser aller. Dans le fond, c'était comme, on peut dire de la visualisation, mais ça me calmait. Ça me calmait, puis je lui disais, tu sais, aide-moi à traverser tout ça. Puis je me sentais appuyée. Je me sentais, des fois, je faisais des demandes à Gabriel, puis oups, la réponse me venait par Michael ou par... tu sais, j'avais toujours des réponses. Je me disais, je vais être à l'écoute. Puis je dormais beaucoup. Le sommeil a fait en sorte que c'est réparateur aussi. Mais j'avais... Ça, c'était déjà en toi? Les croyances spirituelles, peut-être pas aussi, parce que là, je sais, vu que j'ai lu le livre, tout ce qui s'en vient, mais qu'est-ce que tu avais comme base, mettons, quand tout le bout plus rough... Oui, bien, je savais que ces archanges-là me suivaient depuis une vingtaine d'années parce que quand je voyageais, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, puis j'implorais ces archanges-là de me protéger sans savoir quelles étaient leurs propriétés, là, mais c'était là. C'était là. Intuitivement, c'était là. Après, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai fait des méditations guidées avec chacun des archanges et je comprenais plus la relation que je pouvais avoir avec ces archanges-là. Ça a peut-être l'air un peu ésotérique, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. Je pense peu importe, de toute façon, l'important, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien, puis ça fait pas de mal à personne, puis on n'oblige personne à croire à ça, puis... C'est ça. Si, tu sais, la visualisation, de toute façon, la plasticité du cerveau, c'est très scientifique, là. C'est pas, c'est pas juste comme et l'énergie dans les nuages, là. Oui, l'énergie quantique aussi. Là, c'est ça. J'avais déjà avant une... hey, my God, je suis désolée. Non, c'est vraiment... Il n'y a personne qui juge les mots manqués ici, là. Oui, une hypnologue. OK. Voilà. L'hypnologue qui me suivait de temps en temps. Puis moi, j'avais fait plus jeune... Pendant les traitements, ça? Oui, okay. Quand j'ai su, j'avais déjà contact avec elle avant. Puis quand elle a su que j'avais un diagnostic de cancer, tout de suite, elle est venue me faire une hypnose pour me calmer, puis pour essayer de voir les choses positives. Et quand c'est arrivé les 2 dernières embolies aussi, et que là, j'ai failli mourir, c'est ça, elle dit non. Là, écoute, on va refaire une autre séance d'hypnose pour dire, tu sais, dans le fond, merci à cet avertissement que mon corps m'a laissé, mais maintenant, le sol est beau, le terrain, la tempête est finie, on peut se dégager de ça, puis merci d'avoir avisé mon corps que j'étais rendue peut-être à la limite où j'étais dans ma vie sur la négation de moi-même, parce qu'il y a de ça aussi. Hein? Moi, je me poussais à bout, j'étais une fille audacieuse, puis j'ai eu des emplois qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. Je suis tellement contente de tout ce que j'ai fait, mais ça jouait sur le stress. Ça jouait sur la sécrétion du cortisol, l'adrénaline. J'étais presque toujours là-dedans, puis je me disais, non, je suis capable de continuer, jusqu'à un moment donné où, mais je trouve ça casse. Super intéressant que tu aies mis ça au début du livre, parce qu'on voit comme le avant, tu sais, un peu comme, parce que c'est important de le comprendre,
Tu sais, là, je veux dire, je suis pas médecin puis tout pour dire que c'est le stress qui cause les cancers et tout, là, mais tu sais, dans le sens qu'on voit cette vie de fou-là, qu'on comprend bien, puis les voyages, puis tout, il y a du positif, il y a du stress, tu sais, peut-être inutile et tout là-dedans, mais ça, c'est la vie de beaucoup de gens. Bien, peut-être que tu as occupé des postes très importants, que c'est pas tout le monde qui occupe, mais tu sais, en général, on a quand même des vies comme ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, puis que là, tu sais, un moment donné, quand le corps t'avertit que là, tu es un petit peu trop loin de la machine. Oui. Savoir reconnaître ses limites, savoir qu'on en a, premièrement. Savoir reconnaître les signaux. Puis quand les signaux sont là, faites attention. Parce que le corps, lui, à un moment donné, il va se braquer. Tu penses que c'était quoi les signaux avec le recul que tu as eu? Ah, les signaux, c'était vraiment les surstress. Les surstress. Et je l'ai vu quand j'ai fait une démarche de saut quantique. Je suis allée visiter les blocages principaux que j'avais. Un saut quantique, c'est comme un peu, je l'explique dans le livre aussi, comme s'il y avait eu tout au long de ma vie des fusibles qui s'étaient fermés à cause d'hyperstress. Et un fusible, puis en dernier, c'est la boîte au complet qui s'est fermée, la boîte électrique. Mes circuits étaient tous mélangés, l'homéostasie de mon corps ne fonctionnait plus. Alors, c'est avec, en étant guidé dans un saut quantique, on va revisiter les moments, les difficiles qu'on n'a pas gérés. Parce que le corps, même si on fait semblant que ça ne nous fait rien, le corps, lui, reste marqué par ça. Puis ces fusibles-là ne sont pas remis à on. Il faut jeter un regard nouveau sur la situation, que ce soit un deuil. Moi, le deuil de mon père, je me sentais encore coupable à 66 ans. Tu m'avais posé la question à quel âge, à 66 ans, que c'est arrivé, et j'en ai 68 aujourd'hui. Donc, de débloquer ça, d'être en harmonie avec les situations qui nous ont marqués, de jeter un regard différent, fait en sorte que l'énergie circule mieux, sans blocage, et puis ça fait... Les choses font du sens. Juste donner un exemple. Mon père est décédé quand j'avais 7 ans et c'était une fête à l'occasion de ma confirmation à l'église, tout ça. Et les gens disaient qu'il était mort parce qu'il avait mangé de la crème glacée. Et s'il avait mangé de la crème glacée, c'était à cause de moi parce qu'on fêtait ma fête, tu sais, de confirmation. Fait que la culpabilité, pendant toute mon hospitalisation, tout ce que je voulais manger, c'était de la crème glacée. C'est fou, hein? C'est comment les associations, je me disais, ben oui, la crème glacée, finalement, avec le saut quantique, ben non, ça procure de la joie, ça fait pas mourir. Non, mais surtout à 7 ans, tu enregistres des choses, puis déjà à 7 ans, tu penses que tout est de ta faute, là. Fait que là, c'est comme... Ben oui, c'est ça. Puis j'étais en plein complexe d'Oedipe avec lui, puis bon, j'avais des privilèges que mes sœurs n'avaient pas parce qu'il avait fait de moi son petit garçon. On était 6 filles, puis tout ça. Alors, oui, ça a été un gros stress historique que j'ai porté. Oui, là, après, t'en rajoutes. Oui, j'en rajoute des stress professionnels, des stress de voyage, que je me mettais en danger. Moi, il n'y avait rien à mon épreuve. Je voyageais de façon périlleuse assez souvent. Beaucoup souvent sur le poste, même en Afrique, même... Oui. Elle est folle un peu, la fille. Tu sais, quand t'as confiance. Oui, dangereusement, mais bien. Bien, surtout pour une fille tout seule, là, tu sais, peu importe sans nommer de pays en particulier, c'est toujours un peu risqué de faire du pouce. Oui, c'est risqué. C'est risqué, mais je le vois maintenant. Mais là, c'est comme une adrénaline aussi à un moment donné, là, tu sais, flirter avec le danger tout le temps, puis se sentir un peu invincible, puis là, faire les gros postes, puis dire, je suis capable d'en... Tu sais, c'est une drogue, là, aussi, là. Tu fais des gros postes, là, t'es capable d'en prendre, puis là, le monde sont comme, je sais pas comment tu fais pour rouler de même, puis là, tu sais, des fois, tu t'assois puis t'es comme, je suis tellement brûlée, puis tu fais, ben non, parce que là, tu te sens valorisé par le fait que... C'est ça. C'est comme, beaucoup. Ça devient ton identité. Et puis, mais pendant ce temps-là, je ne m'occupais pas de moi. J'avais des signaux.
mais je les entendais. Je les voyais. Puis des fois, je me retournais, je disais, ah, est-elle là-bas, la limite? Ah, ben, écoute, je l'ai dépassée. Ouais. Oui. Mais ça, tout le monde, comme tu dis, le vit. Puis je regarde ma fille aussi, une envie des dépassements. Puis, tu sais, je pense que tout le monde devrait porter une attention. Puis, notre vie s'est incarnée dans un corps. Et ce corps-là, c'est notre véhicule. Il faut y faire attention parce que la vie, elle peut, à un moment donné, dire, ben moi, ce corps-là, il correspond pas à ce que je veux faire, puis la vie quitte. On veut pas que la vie quitte. Moi, je suis contente que la vie est dans mon corps. Mais à la troisième fois où j'ai failli mourir, j'avais eu je faisais beaucoup de scans, tellement de scans tout le temps. Et en dernier, j'avais eu une allergie à l'iode. Ah, tant qu'à y être. Oui, c'est ça. J'avais eu mon premier traitement de chimio. Je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai eu mon premier traitement de chimio, même sans avoir les résultats, parce que après mes 2 embolies, j'étais en train de partir. Fait qu'ils m'ont fait immunothérapie et 2 types de chimio différents. Après, ils ont su que la molécule EGFR que j'avais n'était pas compatible avec l'immunothérapie. Donc, ils ont dit, on va arrêter l'immunothérapie, mais on va continuer avec les 2 autres éléments de chimio. Quand vous allez être guéri de la pneumonie et tout ça, on va y aller. Et juste avant le deuxième traitement de chimio, un autre scan, et c'est là que j'ai l'allergie sévère à l'iode. Pendant 4 heures, mon corps shakeait. C'était... j'avais froid. On dirait que tu dois être comme, là, s'il vous plaît. C'est comme, je peux savoir un break. Ben là, j'étais en maudit. Mais je comprends, là, tu sais, à un moment donné. J'ai dit, là, je vais pas mourir de l'iode. De l'iode. Voyons, avec tout ce que j'ai traversé, puis que ça commençait à bien aller, là, j'étais fâchée. Mais, tu sais, j'avais peur. Premièrement, j'avais peur. J'ai appelé mon copain, j'ai appelé ma fille, puis ils sont venus les 2, un après l'autre, dans la nuit. J'avais froid, j'avais mis des hot pants parce que j'avais tout le temps les pieds froids. Fait que ma soeur m'avait apporté des choses pour me réchauffer les pieds. Et là, je n'ai mis tout le long de mon corps. J'en avais 14. Tu sais, ça vient chaud, ça. Puis même à ça, je shakeais encore. Je savais que... Là, j'avais les lèvres bleues. Je partais. J'ai vu mon corps sortir de moi. Je me suis vue. Et puis là... C'est mon copain qui était très spirituel. Il m'a dit, tu sais, reviens avec reste avec Gabriel. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué, puis j'ai dit, c'est toi le messager de Dieu. Tu leur diras que je suis pas prête. Moi, je veux voir grandir mes petits-enfants. Et peut-être 1 heure après, mon corps s'est calmé. Le froid s'est apaisé, le tremblement. Et là j'ai pu... il m'avait donné un activant pour aussi me calmer. Probablement que la combinaison de tout ça a fait effet. Puis je suis passée au travers. Mais je sais très bien que si j'avais dit oui à la mort, je serais partie. J'ai dit non. Bien, on est content. Bien, moi aussi. Oui. Après, bon, j'ai eu l'autre traitement de chimio. Et puis, finalement, dans ces 2 années-là, j'ai eu 14 traitements de chimio. C'est sûr que ça vide le corps. C'est le système immunitaire qui est complètement vidé quand on fait de la chimio. Et j'ai pu avoir un traitement ciblé quand les effets de l'immunothérapie sont partis. Là, j'ai un traitement que je prends par la bouche encore aujourd'hui, à tous les jours. OK. Donc, je suis encore sous médication. Évidemment, j'ai des anticoagulants, j'ai la question de la pression. À un moment donné, on a arrêté la chimio parce que ça commençait à atteindre mes reins.
Et il y a toujours des petits morceaux qui sont des séquelles là, de notre système. Cette médication-là sert à maintenir parce que là, tu es en rémission, je crois. Oui, là, depuis le 4 mai, j'ai eu un diagnostic de rémission. Enfin, je voyais tout le temps mon oncologue, puis je disais, bien, il me semble que je vais bien, je devrais être en rémission. Hein? Mais non, pas maintenant. Il a fallu attendre comme 6 mois où il n'y avait pas de progression. Le cycle a été très vite. 4 septembre, le diagnostic. Le 24 décembre, mon oncologue m'appelle. Là, j'étais sortie de l'hôpital depuis la mi-novembre. Et il dit, les derniers scans démontrent que 90% des métastases des poumons sont disparues. Et il dit, c'est spectaculaire. Il n'y avait quasiment pas de mots. Il ne voulait pas... il dit, vous répondez très bien au traitement. Mais moi, je sais qu'il y avait aussi tout ce travail-là spirituel qui, pour lui, c'est pas scientifique. Mais je sais que ça a contribué à ma guérison. Quelques mois plus tard, c'était 100% des métastases des poumons qui étaient partis. Et le 25 juin 2025, ça faisait 9 mois, on voyait, j'avais passé des examens pour les os. Et il me dit, on voit que les ostéoclastes, ceux qui nettoient, puis qui grugent, puis qui enlèvent ce qui n'est pas bon, sont partis. Et c'est les ostéoblastes qui sont en travail. On voit très bien le travail de régénération des os. My God! T'sais, même mes os se régénèrent. J'avais plus de métastases dans les os, puis il y avait un travail. C'est sûr que ce travail-là, ça me faisait mal pendant un bon 6 mois parce que les muscles squelettiques viennent se rattacher aux os, mais pas exactement aux mêmes endroits, puis tout ça, puis ça tire, puis mais je me dis, c'est de la guérison, oui. Bien, quand on sait que c'est de la guérison, on est comme, allez-y la gang. Oui. Oui. Ah oui. Alors, c'est ça. Tout s'est passé dans un axe vraiment, donc, juin 2025, puis en mai 2026. Les médecins devaient capoter parce que, tu sais, pour les gens qui écoutent, qui ne sont pas nécessairement familiers avec le cancer et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un cancer de stade 4 puis pas de... Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? C'était un cancer de stade 4 avec pas de traitement ou... avec... incurable. Incurable, c'est ça. Tu sais, quand on t'annonce ça, mettons, là, ça veut dire quoi? C'est que tu marches avec la mort. Tu marches tout le temps avec la mort. Comme je vais au centre de jour Victor-Gadebois, je discute avec une quinzaine de personnes atteintes. Depuis, ça fait 1 an et demi que je vais à ce centre-là. Il y a 10 personnes dans mon groupe du mercredi, pas lundi, mardi, là, les autres groupes. Il y a 10 personnes qui sont décédées. Alors, c'est souvent ça qui est là, l'épée de Damoclès tout le temps. Et en discutant ensemble, on échange, puis on se dit, faut vivre. Pendant qu'on est là, c'est pas être dans le couloir de la mort puis attendre, mais c'est quand même de s'offrir. Tu sais, il y en a une qui est allée à la pêche, il y en a une autre que c'est sa voiture décapotable qui a fait des petits trips, comme ça. Et trouver les choses qui nous permettent de sortir de cette obsession qui tourne tout le temps autour de nous, que la mort nous guette. Puis que, tu sais, moi, je veux pas, tu sais, comme je disais, je veux pas être sous un globe de verre. Je veux sentir le froid, je veux sentir la neige, je veux sentir le vent. Je veux profiter. Tant qu'à vivre, tu veux vivre comme la vraie affaire. Là. Oui. Et c'est ces personnes-là qui m'ont dit, t'es tellement inspirante, ton histoire est tellement inspirante que tu devrais écrire un livre parce que ça donne de l'espoir de te voir aller. Et en plus, là, ton livre, là, pour des gens, mettons, qui ont vécu ça,
est tellement plein de détails. Là, moi, j'étais comme, comment elle s'est rappelée de tout ça, là? Tu sais, c'est comme on est dedans avec toi, on dirait, au jour le jour, mais je trouve que ça doit être aussi rassurant pour, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, mais je me dis, si j'avais vécu ça, on dirait que je serais comme, oh my God, merci d'en parler, puis je comprends tout ce que tu es en train de traverser, puis, tu sais, qu'on soit spirituel ou non, et tout ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas un livre qui essaye de vous faire croire aux archanges, puis tout. Là, c'est juste comme tu racontes ton parcours, ce qui t'a aidé toi, mais je pense le plus beau et le meilleur résumé de ça, toutes les conversations qu'on a eues avant qu'on soit ici aujourd'hui, puis quand j'ai lu le livre, c'est de te dire, là, ton corps, il t'envoie un signal. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de ça, là? Tu sais, je te dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, la rémission et tout, mais je trouve que c'est une philosophie de vie à tirer de ça, tu sais, des fois, là, on a des bobos au quotidien, nanana, tout ça, puis là, c'est comme tu reçois un gros signal qui t'arrive, puis là, pas faire comment, mais pourquoi si, puis comment je vais le traiter, puis là, dire, OK, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Là? Oui, et c'est beaucoup ça. Il faut pas se battre contre soi. C'est sûr que ça demande de la force, ça demande, tu sais, de la résilience, mais il faut être en amitié avec soi. Puis je pense que moi, le plus beau cadeau que ce cancer-là m'a fait, puis on a eu cette discussion-là au Centre Gadebois avec les autres personnes aussi, on est quasiment tout le monde content d'une chose, c'est que ça nous amène à vivre l'instant présent. Mm-hmm. On apprécie tellement ce qu'on vit. Aujourd'hui, tu sais, d'être avec toi, je trouve ça génial, tu sais, de pouvoir transmettre ça à d'autres personnes, d'être un modèle, dans le fond, vivant, qui a réussi. Bon, c'est sûr que la mort peut m'attendre, comme tout le monde. Elle nous attend toutes. Là, on vous vend un gros scoop aujourd'hui. Là. Oui. Oui. Sauf que quand on a ce diagnostic-là, on vit avec ça à tous les jours. Non, mais je veux dire, c'est aussi parce qu'on le sait que ça va arriver, mais on vit à 200 à l'heure. Pas nécessairement genre, je vis, wow, le moment présent, mais comme on vit à 200 à l'heure, la machine, faire rouler la machine, puis là, faire des sous, puis une auto, puis le linge, puis des cours de ci, puis ça, puis se coucher à telle heure, se lever à telle heure, puis d'en demander encore plus, puis pas. Puis là, après, quand il t'arrive une situation comme ça, là, tous les petits mini-moments... tu sais, j'ai posé une question sur mes médias sociaux dernièrement, puis c'était comme si tu avais juste un moment à revivre avec la personne qui te manque, qui est décédée, ce serait quoi? Mais c'était aucune fois un tour en Porsche décapotable, là, tu comprends? C'était toujours, j'aimerais juste ça être assis avec un café, j'aimerais ça juste le voir arriver chez moi, son odeur, tu sais, c'est... Oui. Fait qu'on dirait que ça te ramène à comme te dire, hey, toute la magie que je vois maintenant tout le temps, comme si je la voyais pas, là. Oui. J'ai tout, tu sais, comme j'appréciais pas tout ça, là. Oui. Ah oui, l'amour, tu sais. Comme moi, à chaque fois que je vois mes petits-enfants, je prends tout cet amour-là. Mais toi, en plus, t'avais toute qu'une crew, là. Tu sais, comme les sœurs, puis ta fille, puis tes petits-enfants, puis ton ami qui était là. Oui. Tu sais, ça t'entourait de beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance, là. Oui. Il faut dire que ça, c'était précieux. Puis je sentais les prières de ma famille élargie, de mes amis. Je ressentais vraiment, vraiment cette énergie-là qui venait m'apaiser, qui venait m'appuyer dans cette traversée. Et ça m'a permis à moi de faire un retour sur moi, de rentrer à l'intérieur, de me connaître davantage, d'aller voir quelles sont vraiment mes valeurs, mes priorités. J'ai compris que je ne m'aimais pas. J'ai appris à m'aimer dans un lit d'hôpital, d'aimer ce corps-là qui contient ma vie.
peu importe le bourrelet, peu importe la frisette ou pas, là, je m'aime. J'ai jamais dit ça avant. Non, tu sais, j'étais fière, tu sais, de ce que j'avais fait, mais là, j'aime ma vie. J'aime la vie qui est à l'intérieur de moi. J'habite mon âme. Mon âme, il est en moi, mais moi, je l'habite aussi avec mon corps. Il y a tout un changement de perspective qui s'est opéré. Il y avait, je peux dire qu'il y a avant une Élise, puis une Élise d'après. Même avec toutes les peurs, c'est la relation. J'ai pas peur de la mort, mais je veux pas mourir parce que j'ai encore des choses que je veux apprécier, que j'apprécie. Oui, puis je veux profiter de moi. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. Je fais attention à toutes les énergies qui sont autour de moi pour ne pas me tirer par le bas. Puis je fais ma journée avec l'énergie que j'ai de disponible cette journée-là. Puis si j'en ai pas, ben je dors parce que ça me répare. Mm-hmm. J'ai encore besoin de réparation. Je dors 12 heures par jour. Oui, puis on en a parlé dans un autre épisode, mais tu sais, on est comme un animal pas toujours très intelligent, l'humain, là, parce que, tu sais, un animal, lui, si ça se blesse, bien, ça reste couché, puis ça se repose, puis ça laisse son corps se réparer, puis là, quand ça va mieux, bien, ça se lève, puis ça repart, puis nous, on a-tu de la misère à faire ça, le petit moment qu'il faut juste que tu laisses ton corps se réparer, là. C'est de ton esprit ou ton corps... En général, là, tout le reste va suivre. Puis je me demandais une question. Tu sais, on parlait du Centre Victor-Gadebois. Là, je vais mettre tous les liens en note d'épisode aussi pour que les gens puissent se procurer ton livre parce que les profits vont justement au Centre Victor-Gadebois. Oui. Mais comment on vit ça quand on côtoie des gens comme ça dans ta petite communauté là-bas et tout? Puis que là, on en perd en chemin, puis que là, nous, on continue notre chemin, puis qu'après, on est en rémission. Comment on vit ça? Ah oui, c'est dur quand on voit quelqu'un partir parce qu'on s'est attaché, on a développé des liens. En même temps, ben, on voit, tu sais, chaque personne a son cheminement. Puis il y en a qui sont vraiment dans une situation physique très avancée et qui sont sereins avec la mort. Mm-hmm. Donc, c'est bien parce qu'on peut monter la Maison Victor-Gadebois a aussi un centre permanent où on peut aller demeurer pour recevoir les soins de fin de vie. Ça peut aussi être médical à mourir, mais c'est plutôt accompagnement de fin de vie. Et on se dit, ben, c'est le choix de la personne. Elle est libérée. Et ceux qui sont pas prêts à mourir, et souvent, il y en a qui vont en haut et qui redescendent à l'étage du centre de jour. Donc, tu as vu d'autres miracles comme toi, là? Ben, mais peut-être pas aussi intense que toi, là. Mais il y en a une qui se bat, là, vraiment, là, présentement, là, Nicole. Là-bas? Oui. Salut, Nicole. Oui, salut, ma belle Nicole. Oui, elle est spectaculaire. Ouais. Donc, oui. Puis, ce que ça fait aussi entre nous, ben, c'est que quand moi, j'avais plus de réseau. J'avais fini de travailler. Puis là, je pouvais plus faire d'activité. Tu sais, des fois, tu as des réseaux de marche, des réseaux de... Bien, le travail, tu vois le monde du travail tout le temps, là. Oui, tu te trouves isolé. C'est que d'aller au Centre Victor-Gadebois, c'est un nouveau réseau. Et ça fait du bien. Puis là, bien, en rémission, c'est ça que je leur disais, mais là, je suis contente, mais en même temps, je vais perdre mon réseau. Oui. Et c'est encore un autre deuil qu'il faut faire. Puis là, ils m'ont dit, ben non, tu peux rester encore quelques mois. Puis, mais éventuellement, je leur suggérais. Puis s'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là de rémission, ça serait le fun de réunir peut-être 2 fois par année des gens qui sont en rémission. Mm-hmm. Parce que c'est d'autres défis, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres styles de vie.
Puis, ça serait le fun de pouvoir échanger. En tout cas, oui, moi. parce que comment tu peux... tu sais, j'ai reçu quelqu'un qui venait faire un épisode sur Chaîne de vie, là, dans le fond, Sylvie Massia, qui a perdu sa fille de 17 ans. Puis, eux, ils ont parti, dans le fond, avec le docteur Marcelet, tout ça. Bien là, ils ont comme une communauté de parents endeuillés et de gens qui ont fait des dons d'organes, donc qui supportent les familles dans les dons d'organes et tout. Puis, tu sais, c'est tellement important qu'ils puissent se regrouper ensemble. Comme même là, on a un épisode qui va sortir vendredi avec une psychologue spécialisée dans le deuil. Puis elle avait fait à un moment donné comme elle avait rejoint ensemble des aidants naturels pour parler de la fin de vie, tout ça, puis comment ils vivaient ça. Mais quand tu te retrouves en communauté qui vit la même chose, mais ça te fait tellement du bien parce que, tu sais, tu peux pas comprendre vraiment un aidant naturel si tu l'as pas fait. Tu peux pas comprendre c'est quoi être en rémission. Tu sais, toi, quand tu parles avec ces gens-là, vous le savez, là, mettons, tu sais, les petits bobos physiques, tu vois plus la vie de la même façon, tu as changé tes relations, mais cette vision-là, tu sais, c'est comme quand t'es parent puis tu essaies de parler avec d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants puis qui te donnent des conseils. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est on ça, s'entraide, on se reconnaît. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment précieux. Fait que ça serait bien de... Mais oui. De toute façon, on va mettre tes coordonnées en note d'épisode. Donc, si les gens veulent communiquer avec toi... Ah ben oui, ça me on fait plaisir. On sait pas, peut-être qu'après, tu vas bâtir une communauté de... Ah ben oui, pourquoi pas. de gens en rémission. Puis là... là, présentement, là, t'as la rémission de confirmer, là, dans le fond, depuis le mois de mai. Là, comment ça marche, ça? Tu dois revoir ton oncologue souvent pour être sûr que c'est maintenu? Oui, je le vois quand même aux 2 mois. Puis, si jamais il y a des choses entre-temps, ben il y a aussi l'infirmière pivot là, qui me suit. Alors, c'est ça, il y a vraiment toujours le suivi parce que peut-être qu'il y a encore des souches de cancer qui sont cachées dans mon corps. Donc, c'est ça. Puis, j'ai encore la médication, j'ai encore tout ça. Tant qu'il n'y a pas d'effet secondaire trop grand de la médication ciblée, ben je la maintiens. Puis, je suis toujours anticoagulée. Mais je me sens plus libre. Oui, bien là... Je me sens plus normale. Mais on dirait que qu'est-ce que tu décris, c'est un enfant qui a duré genre 10 ans, là, mais finalement, ça a comme été condensé. Ça fait pas encore 2 ans. Je lisais ça, puis c'est pour ça que quand tu as dit ça tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, on dirait, j'avais l'impression que ça avait duré super longtemps. Puis là, tu dois avoir eu peur quand même quelquefois en cours de route qu'elle marche, elle marche. J'aime pas ça dire la bataille, là, parce que c'est pas comme on a perdu une bataille. Là. Ouais. Mais il y a quelques fois que tu dois avoir fait comme, ouf. Là, on dirait que... Oui, oui. J'ai même demandé, quand j'ai été hospitalisée, là, l'information sur l'aide médicale à mourir parce que, tu sais, c'est difficile à vivre, là, tu sais, quand ton souffle n'est pas là, puis ça te prend une demi-heure pour bouger un peu, là, tu dis, mais hey, je ne vais pas vivre dans cet état-là, là, c'est pas possible. Mais l'infirmière en chef me disait, tu sais, attendez, parce que là, vous êtes dans une période, tu sais, pas apte à prendre une décision comme celle-là. Et il y a d'autres façons aussi, tu sais, d'accompagner la fin de vie. OK. Fait que, heureusement, parce que... chance, ben oui. Ben oui, je serais plus là, puis je serais plus... Aïe. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Bien là, tu disais un peu que c'était les gens de ta gang à la maison Victor-Gadebois qui t'avaient donné envie d'écrire le livre. Oui. Mais tu sais, il y a une marge entre se le faire suggérer puis le faire. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de... Ben moi, j'avais jamais écrit. Alors, j'ai commencé à regarder sur Internet et j'ai trouvé Le Gardien de phare. C'est une petite entreprise qui accompagne les gens qui n'ont jamais écrit à écrire. OK. Alors, j'ai été accompagnée main dans la main pour commencer, pour savoir un peu comment on s'organise. Au début, comme il me disait, c'est un vomissement élégant. T'écris. C'est beau. Après ça, ben, ça structure. Puis ça finit par faire un livre. Eux autres, c'est des professionnels. Ils en accompagnent beaucoup. Alors, c'est fantastique. Et ils ont aussi la maison d'édition 1 million de rêves. Okay. Donc, ils savaient c'était quoi le contenu. Ça rentrait dans leur ligne éditoriale. Donc, j'ai pu être éditée là et diffusée dans les différentes librairies. Puis,
Donc, ça a été le fun. Ma fille me disait, t'as pas peur, maman, de ressasser tout ça? Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que là, c'est comme tu te replonges dedans, parce que c'est très détaillé, là. Fait que les bouts rough, là, on le sent que c'est rough, là. Oui. Puis j'y ai pensé, j'ai dit, ouais, c'est vrai, tu sais. Après ça, j'ai fait un atelier d'écriture, tu sais, comme sur n'importe quel sujet, avec ce groupe-là. Mon Dieu, j'avais tellement de plaisir à écrire la plume. Mon crayon, il partait quasiment tout seul. Il me donnait des sujets, puis je me dis, ah, wow, c'est le fun. C'est le fun. C'était thérapeutique en même temps. C'était thérapeutique, oui. Ça m'a fait revisiter. Évidemment, parce que j'avais pas de mémoire, j'en ai un petit peu plus, mais pas encore toutes. Il y a une de mes sœurs qui avait créé un tableau avec toutes les dates, tous les médicaments que je reçois. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Et puis avec tout ce qui s'est passé, parce que jour après jour, j'avais toujours une de mes sœurs qui était à côté de moi. Ça fait que ce sont elles, ma mémoire. Oui. Et avec ce tableau-là, j'ai pu reconstituer. J'avais mon souvenir de comment je m'étais sentie, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu. Tu n'en rappelles plus avec tous les médicaments. Puis, oui. Mais c'est tellement beau, là, comme quand on voit tout, tu sais, comment tes sœurs, c'était structuré. Puis il y avait comme leur groupe Messenger. Puis là, tout le monde se tenait au courant. Puis c'était vraiment comme une petite communauté autour de toi. Oui. C'est dur, hein, pour les aidants naturels. Ah, c'est épouvantable, là, d'être impuissant de même à côté. Oui. Parce qu'il me voyait, il se disait, vas-tu passer la fin de semaine, vas-tu passer, tu sais, à chaque fois. Là, oui, c'est épouvantable. Là. Oui. Puis c'était la même chose, tu sais, mon copain, quand j'ai été mieux, il m'a laissé. C'est très difficile parce que t'es sur le stress, t'es sur un moment d'inquiétude tout le temps. Alors, tu sais, je comprends ça. Puis, je le remercie à tout le monde, tu sais, d'avoir été près de moi. Mais ça, c'est sûr que ça a tellement resserré les liens familiaux. Sûrement. Ah oui, c'est vraiment, vraiment bien. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Est-ce que tu as des projets quelconques? Oui, écoute, c'est ça. Ça m'aurait bien surpris que tu me dises, non, moi, c'est tranquille, un long fleuve tranquille. Non. Bon, un des deuils que je m'étais imposé parce que je me sentais brisée, c'était ma quête amoureuse, tu sais, de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais, tu sais, vivre un grand bout, partager une relation saine. Maintenant que je m'aime moi-même, je suis capable de vibrer et de rencontrer quelqu'un qui vibre au même niveau, quelqu'un qui s'aime aussi. Et j'ai failli dire non à l'amour, puis après ça, je me suis dit non. J'ai pas traversé tout ça pour rien. Oui, c'est ça. Puis ça reste. Alors oui, je me souhaite de vivre cet amour-là. Je suis confiante. Je vais rencontrer quelqu'un qui pourrait peut-être répondre. En tout cas, on avance tranquillement. On fera un prochain épisode. Ah oui, c'est ça. Et quand c'est arrivé, je devais aller au Vietnam en janvier. Et puis, j'ai pas pu parce que, évidemment, j'étais hospitalisée et tout. Alors là, j'ai prévu d'aller au Vietnam un mois, moins longtemps que j'avais prévu, mais en voyage organisé pour être plus sécuritaire aussi. Mais je pars au Vietnam en novembre. Ah, donc, tu reprends un peu le fil de ma vie. Oui. Mais moins la pédale dans le fond du gaz. Oui. Là, je vais être entourée, je vais être bien accompagnée. Je ne serai pas à risque. D'après moi, là, si tu partais sur le pouce, tes sœurs perdent connaissance. Oui. Là, il aurait été comme là. On a été smart, Élise, mais là, je pense qu'il faudrait que tu y ailles en un voyage organisé. Je serais même pas capable parce que j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de repos. Non, mais aussi, à un moment donné, on doit comme... Quand on apprend à s'aimer plus et tout, on arrête d'essayer de tout prouver à tout le monde, d'être la meilleure femme d'affaires, la plus forte, la meilleure maman, la plus riche, la plus mince, la plus... c'est comme, à un moment donné, tu fais comme, après quoi je cours, là, dans le fond, là, comme ça aide personne, puis ça me donne rien. Fait que, tu sais, quand on y va plus comme dans le se faire du bien, dans le moment présent, ça guide nos choix différemment. Oui.
Puis moi, je peux dire une chose que j'ai eu la chance que ça arrive après ma retraite, au début de ma retraite. Mais celles qui vivent ça en étant sur le marché du travail, les plus jeunes, là, c'est encore plus difficile. Oui, c'est de ça qu'Isabelle parlait dans l'épisode 8, parce qu'elle est... Plus de revenus. Elle est jeune, là, puis une chance qu'elle est très bien assurée, parce que... Oui. Mais c'est ça, tu sais, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation-là et t'as pas vraiment prévu tout ça. Tu es en train de construire ta maladie des riches, le cancer, c'est ça que tout le monde dit. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que ça coûte cher. Oui, c'est ça. Heureusement qu'on a des bons soins. Moi, je suis tellement chanceuse que j'ai été au CHUM et mon oncologue est vraiment très bien, très, très à l'écoute. Et puis, des fois, je lui propose des choses, puis il me dit non, c'est peut-être pas nécessaire, là, tu sais. Puis il m'encourage aussi. Tu sais, quand j'ai eu la problématique avec mon rein, qu'on a décidé ensemble, tu sais, d'arrêter la chimio, j'ai dit, on repart ça comment? C'est du repos. J'ai dit, peux-tu aller me reposer dans le sud? Puis il a souri, puis il m'a dit oui. Ah. Oui. Tu sais, quand il faut. C'est ça. Pas seule, je n'étais pas partie seule. Mais oui, j'avais besoin de repos. Fait que, tu sais, il y a encore cette vie-là. Tu sais, des fois, il me dit, non, ça, c'est légende urbaine. C'est de ne pas mettre du vernis, là, tu sais. Mais non, tu sais... Tu peux. Ouais. Hey, merci tellement. Quel beau partage. Je vais laisser toutes les façons de communiquer avec toi aussi pour vous procurer le livre. C'est important parce que les profits vont à la Maison Victor-Gadebois pour aider d'autres personnes qui traversent des épreuves comme ça. Puis les gens pourront communiquer avec toi pour se procurer le livre, pour monter votre groupe de rémission, de communauté. Oui, ça serait bien. Oui, voilà. Puis je te souhaite juste du beau, une belle, belle histoire d'amour. Puis juste des belles nouvelles côté santé. Oui, merci beaucoup. Merci énormément. Puis merci à tout le monde d'écouter. Et contactez-moi pour tout ça. Même une question, peu importe. Même pour jaser, parce que des fois, ça fait du bien de se retrouver entre gens. Merci beaucoup tout le monde.